Bon, on est ravis de vous retrouver pour ce 3e live. D'abord, une bonne année à tout le monde. Tous nos vœux pour vous, vos proches, voilà, que 2024 soit couronné de succès et que vos projets MyReport soient des réussites et soient dans la case des succès de votre année. Live numéro 3, dédié à MyReport Data. On vous a introduit justement les modules qu'on allait aborder dans ces lives pour que vous ne soyez pas perdus, soit dans l'attente de réponses à des questions qui ne sont pas abordées. Donc là, ça va être un live qui va être plus technique que les 2 lives précédents. On rentre dans le module le plus technique sur la modélisation, l'accès aux données, le paramétrage des données et la mise à disposition des données aux utilisateurs. Vous voyez tout sur mon écran? C'est bon? Oui. On a tenu Oui. compte aussi de vos remarques. Donc, je ne suis pas sur un écran 4K écrit en patte de mouche, donc j'espère que vous aurez une lisibilité meilleure que la dernière fois. Petit rappel, donc n'hésitez pas à nous écrire sur myclub@myreport.fr pour nous partager vos questions, et on en a régulièrement, mais aussi vos cas d'usage que vous souhaitez partager en disant voilà, je fais comme ça. Est-ce que c'est une bonne pratique? Est-ce que voilà, n'hésitez pas à challenger. Nous, entre guillemets, on le fait en live, de challenger nos modélisations et nos pratiques pour qu'elles soient confrontées à vous, que vous puissiez réagir dessus et nous dire voilà, comment vous auriez fait ou comment vous imagineriez les choses. Donc, n'hésitez pas à nous remonter sur myclub.@myreport.fr vos suggestions ou questions et cas d'usage. Allez, c'est toujours un plaisir de se retrouver. L'objectif pour tous ceux qui n'ont pas fait de live MyClub, c'est de partager nos expériences, nos bonnes pratiques, nos cas d'usage, nous faire réagir pour que on puisse améliorer encore notre expérience utilisateur. Donc aujourd'hui, live consacré à MyReport Data et on entame avec vos questions. Première question de Xavier qui demande comment renommer facilement un projet. Alors, je vais alterner entre... je vais essayer de le faire ici. Non, on ne verra pas. Donc, c'est assez simple. Je vais ouvrir, donc c'est MyReport Server. Donc, il faut aller sur son MyReport Server que je vous ouvre. Ici, donc, vous avez la liste de vos projets. Et si vous voulez renommer un projet, donc là, j'ai DSN V3, je vais le renommer en V1. Alors, en fait, on peut le faire soit dans l'explorateur, mais c'est plus simple de le faire directement sur MyReport Server. Je vais récupérer l'explorateur de mon projet. Je remonte d'un cran pour accéder à tous mes MySystems. Et là, mon DSN V3, je le renomme en DSN V3.1, par exemple. Je l'enregistre, je sélectionne le dossier et ça me renomme mon projet en DSN V3.1. Voilà comment renommer un projet et le renommage s'applique partout dans le système. Est-ce que vous avez des remarques? Si Xavier est là, est-ce que ça répond à sa question? Et en tout cas, n'hésitez pas à faire vos remarques dans le fil de conversation, dans le chat. Pascal et Fred ont la mission de suivre ce fil et de m'interrompre, de me couper la parole dès qu'ils ont une remarque à formuler. Et moi, je vais essayer d'être plus en interaction avec vous aussi. Donc on a un retour de question. Xavier, comme quoi c'était bon, Thibaut, voilà, ça répondait à la question. Ok pour moi, parfait, merci Xavier. Et ça ne pose pas de problème au niveau, excusez-moi, au niveau des builders par rapport à ce qui est mémorisé, etc. Il n'y a pas de souci. Non. Et il y aura une autre question aussi sur les renommages des champs, des dossiers, etc. Mais non, il n'y a pas de souci sur le renommage des projets. Que pensez-vous? Donc ça, c'est Frédéric qui demande ce qu'on pense du dictionnaire. Donc le dictionnaire de données qui existe dans MyReport Data, nous, on en a un usage entre guillemets partiel parce que dans notre source de données, on a des champs qui sont utilisés pour différentes finalités. Et donc typiquement des champs sur des libellés de champs sur des champs personnalisés. Et donc le même libellé de champ custom field va être utile pour différents usages.
Maintenant, ce que moi je trouve pertinent dans le dictionnaire, c'est que quand on utilise un champ d'une source, on le renomme une fois. Et en gros, le dictionnaire, on l'utilise sans s'en rendre compte, puisque si ce champ-là, je le récupère dans un autre modèle, il va tout de suite avoir le bon nom, le bon type, etc. Donc, moi, je pense que c'est une super fonctionnalité et elle est encore plus pertinente parce que je m'en rends pas compte. Je vais jamais, moi en tout cas, je vais jamais dans le dictionnaire pour faire des modifs. Je le fais tout le temps à travers mon usage du data, enfin du modèle et du renommage des champs dans le modèle. Je ne sais pas si vous vous en servez, si vous allez dans le dictionnaire pour aller modifier les, les libellés, les types des champs de votre data warehouse. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent réagir. Non, jamais. Non, ok. En fait, est-ce que vous avez noté le bénéfice du dictionnaire à renommer les champs automatiquement dès que, alors, juste pour l'exemple, hein, alors je vais ouvrir un data. Tout le monde visualise ce dont on parle. Ici, je vais prendre le projet météo dont on parlera tout à l'heure. Alors, en l'occurrence, ce n'est pas le bon exemple puisque c'est sur les API. Hop, je vais prendre le Live My Club. Donc ici, j'ai un champ qui s'appelle, bon, en l'occurrence, je ne l'ai pas renommé. C'est bon, je n'ai pas pris par exemple. Allez, je vais prendre Divalto. Voilà. Donc, c'est très bien. J'ai DOS ici qui s'appelle base DOS. Eh bien, si je le reprends, le dictionnaire n'a pas été activé. Si tu veux. Hop. Donc, c'est ce dictionnaire, c'est ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'utilise un champ, une clé initiale, il va me le renommer avec le bon nom. Donc, moi, effectivement, je ne vais jamais dans cette interface. Mais l'objectif, c'est qu'à chaque fois qu'on récupère ce champ, un champ donc si je reprends DBO C5, mais je n'ai pas la base source, ça me prend, ça me met directement le bon nom dans mon champ de destination. Bon, c'est l'usage du dictionnaire. Encore une fois, c'est transparent. C'est qu'en glissant le champ, tout de suite, il est renommé. Maintenant, je ne vais jamais trop dans le dictionnaire. S'il y en a qui s'en servent et qui fonctionnent correctement, pour l'instant, je ne suis pas allé faire des modifs dans le dico. Voilà. Bon, vous avez le même usage que moi, Marie. C'est un usage transparent. OK. Je souhaite faire un graphique de type waterfall en comparant les ventes entre le réel année N et le forecast. Est-ce possible si le forecast est sur un fichier Excel plat importé et le réel puisé directement dans Sage? Donc c'est Anne-Sophie qui nous pose cette question. Oui, tout à fait, c'est possible. Et on en parlera tout à l'heure en consolidant les données des données de Sage, là en l'occurrence, et les données du fichier Excel qui correspond au forecast. On le verra tout à l'heure, c'est très pertinent et très intéressant de l'utiliser en consolidant en fait le réel avec le budget, enfin, le budget ou les objectifs ou les prévisions de vente pour pouvoir faire des comparaisons et ne pas être, s'affranchir de la problématique du matching entre le réel et le forecast. Typiquement, on peut avoir des données, je ne sais pas, sur le mois sur le forecast, typiquement, on a des données jusqu'en janvier et puis toute l'année, c'est du forecast. Eh bien, on va pouvoir consolider ces données et dire qu'on va avoir le mois de janvier sur les données de Sage et de février à décembre sur du forecast. On le verra tout à l'heure dans l'exemple, mais oui, c'est tout à fait possible à travers la consolidation. D'accord, Fred, je vois que tu commentes, mais tu m'interromps si j'ai besoin de relayer. Oui. Vos questions. La situation, j'ai une base de données avec des stocks des sociétés, c'est exactement la même problématique que juste avant. J'ai des stocks avec des sociétés de notre groupe et une base avec l'état des ventes. Donc, on va dire que j'ai des articles avec des ventes en face. Et les données en stock ne sont pas toutes dans la base de vente, étant donné qu'elles n'ont pas toutes été vendues. Donc,
j'ai des articles d'un côté avec leur niveau de stock, et de l'autre côté, j'ai des articles pardon, avec leur vente. Le problème, c'est que quand on croise les données, donc là, il y a différentes façons de croiser, mais on verra avec Pierre-Emmanuel comment il l'a fait. Lorsque je croise les deux bases afin de voir les stocks et les ventes en face, les références sans vente ne sortent pas lorsque les références n'existent pas dans la base des ventes. Est-il possible de croiser les données et de faire ressortir les références dans le stock, mais qui n'ont pas de vente? Donc, il y a deux choses. Il y a une table de fait des stocks et une table de fait des ventes. Quand on fait la jointure dans le data entre les stocks et les ventes, eh bien, il faut faire une jointure en gauche si on a les stocks à gauche et les ventes à droite, pour dire je veux toutes les références articles qui ont du stock, même si elles n'ont pas de vente. Donc là, c'est une jointure externe qu'il y a à faire. L'autre solution, et ça dépend de la modélisation, il faudrait voir, Pierre-Emmanuel, comment ça a été modélisé, c'est de consolider les deux. Donc typiquement, c'est ce que j'exprimais tout à l'heure. On imagine une base simple avec les références articles, leur niveau de stock, et dans un deuxième modèle, les références articles avec leur vente. Si vous consolidez les deux, donc vous mettez le champ article des stocks et le champ article des ventes en consolidation, même si vous n'avez pas de vente, ben vous aurez quand même votre référence de stock qui apparaîtra. Donc on le verra encore une fois tout à l'heure dans la consolidation. Excusez-moi, Ici, vous parlez ouais, d'un travail fait sur la data, par contre, là. oui, D'accord. on est sur le data. Alors, c'est aussi possible dans le Builder, hein, avec la consolidation, faire du multi-report en consolidation. Mais là, c'est le live consacré au data. D'accord. Donc, Ok. je l'ai pris pour la partie data. On peut le préparer dans le data avec la consolidation des stocks et des ventes. On peut aussi le faire dans le Builder. Et ma préco pour ce type d'usage-là, c'est de faire une consolidation pour s'affranchir justement du matching qu'il peut y avoir entre les deux. D'accord, merci. Question de Benjamin, est-ce que vous développez à plusieurs sur le data? Donc nous, chez MyReport, on est plusieurs à développer sur le data, avec la notion de lock qu'il peut y avoir sur les modèles. Quand il y en a un qui travaille sur un modèle, bah, tous les modèles qui en sont dépendants sont bloqués pour les autres. Mais on voulait savoir si vous étiez plusieurs à travailler en même temps sur le data. Plusieurs langues dans le data et traduire les notions. D'accord, c'est une autre question. Donc, est-ce que vous êtes donc plusieurs à travailler sur le data? Je lis les questions en même temps. Les questions ont l'air d'être plutôt autour de la traduction et des différentes langues. Ouais. OK, qui est par défaut, en fait, les langues des utilisateurs. Alors là, pour le coup, Pascal, je ne sais pas si tu as des réponses. Je ne sais pas s'il y en a qui utilisent justement l'internationalisation de leur modélisation. Donc ça, ce sont des éléments qui sont mis en place, c'est dans le projet, voilà, il faut ajouter les langues, traduire les différents champs, donc je ne sais pas si vous l'avez vu, et finalement on retrouvera, suivant la langue de l'utilisateur, le libellé défini dans le data, en langue française, en langue anglaise, etc. Donc, OK, alors c'est intéressant. Il y a une question, on y répondra tout à l'heure. Il y a une remarque qui dit qu'effectivement, on travaille à plusieurs sur le data, mais on ne sait pas trop ce qu'a fait l'autre et pourquoi il l'a fait. Donc ça, c'est intéressant. On verra comment répondre à cette problématique. Comment comparer l'avancement de chiffres en comparant avec N-1 à date, avec le N-1 à date. OK, ça c'est une astuce, mais c'est plus Builder que data. Et donc Pascal, de Fred, qui nous propose de regarder les vidéos autour de ManyReport. En tout cas, sur les réponses sur est-ce que vous êtes plusieurs? Oui, prestataire et une personne chez nous, oui, à plusieurs. Voilà. Est-ce que c'est à plusieurs en même temps? Est-ce que vous avez des remontées à faire? Est-ce que voilà, est-ce qu'il y a des retours à faire où ça tourne, ça marche et voilà. Et ça va. Tout à fait, Christophe. Eh ben, on va en parler juste après. C'est exactement ça, la bonne pratique, quand on développe à plusieurs.
On va en parler de la communication à plusieurs. En tout cas, c'était intéressant d'avoir vos retours sur le fait d'être à plusieurs sur le data. Quels sont les éventuels risques pour notre modèle final qui est déjà publié si on veut renommer ou changer l'endroit d'un champ? Alors, Yaroslava, c'est moins anonyme quand on donne ton prénom, hein, mais il n'y a aucun risque. Pourquoi? Parce que les modèles, les connexions, les dossiers sont identifiés non pas par leur nom, mais par un identifiant unique. Donc, si le champ est déplacé dans le modèle, si le modèle est renommé, il n'y a pas de risque derrière pour les utilisateurs, puisque c'est un identifiant unique qui permet l'identifiant d'un champ ou d'un modèle dans la modélisation. Donc, voilà. En tout cas, la réponse à la question est rassurante, puisque vous pouvez renommer vos champs et vos modèles sereinement. Quelle est l'utilité du multi-requête? Ça, c'est Angélique qui pose la question. Les multi-requêtes, hop, je vais l'afficher pour tout le monde. C'est cet onglet. Alors, je vais aller dans un autre projet, peut-être plus pertinent. Je vais ouvrir notre fameux projet Héros. Est-ce qu'il y en a qui savent à quoi sert le multi-requête? N'hésitez pas à parler, à prendre la parole, vous pouvez lever la main si vous voulez. Odile. Oui, le multi-requête, pour moi, c'est quand on veut faire un système de contexte dans un modèle. C'est pour forcer peut-être les chemins de remonter des informations. Je m'explique, c'est que dans un modèle, on a plusieurs tables qui peuvent avoir des liaisons et on peut regrouper un ensemble de liaisons ensemble. Pour moi, c'est ça le multi-requête. Enfin, je m'explique peut-être mal, mais... C'est un peu l'idée, effectivement, celle-là, hein, c'est que dans un même modèle, on va regrouper des faits qui sont différents. Donc, typiquement, on peut avoir un exemple de base, hein, c'est qu'on va avoir des en-têtes de facture et des détails de facture, des détails de lignes de facture. Ça, c'est un exemple pour que ce soit le plus explicite possible. Sur une facture, on va avoir un nom de client et une date et le montant de la facture. Donc, on va dire une facture à 10 000. Et dans les lignes de facture, on va avoir la référence à cette facture et on va avoir le produit avec une fois 2000, une fois 3000, une fois 5000. Donc, on a des granularités différentes entre l'entête de facture et la ligne de facture. L'intérêt du multi-requête, c'est que dans le même modèle où on veut utiliser le client, la date, le nom du produit et le montant, on va pouvoir le faire en ayant les bonnes granularités. C'est-à-dire qu'on va dire d'un côté, j'ai une requête pour les entêtes de facture. Et donc ici, alors je vais prendre un exemple. Alors, nous, on l'utilise assez peu, le multi-requête, mais je ne sais pas si j'ai un exemple ici à vous donner. Bon, en l'occurrence, il est verrouillé. Typiquement, on est sur du travail à plusieurs, parce qu'il y a Benjamin qui travaille sur vente facturation en ce moment. Donc ici, l'idée, ce serait de dire, ici, j'ai Sales Document, qui est ma requête, mes entêtes de facture, et le Sales Document Line, qui sont mes lignes de facture. Bon, là, ce n'est pas le sujet, parce que je ne récupère pas le montant de ma facture là, dans mon modèle, mais on imagine qu'on le récupère. Je ferai une première requête. Pour cette table-là et une deuxième requête pour celle-ci. Si bien que l'utilisateur, au final, il prend des champs de l'un ou de l'autre, de l'une ou de l'autre table, ça n'a pas d'importance. Par contre, Main Report va faire les calculs comme il faut. C'est-à-dire que si l'utilisateur dit, moi, je veux par facture le montant de ma facture et la somme de mes lignes de facture, eh bien, il va faire deux requêtes séparées. Il va faire une première requête sur l'entête, une deuxième requête sur les lignes, et ensuite, il fera le lien dans le builder. Et ça, ce sera transparent pour l'utilisateur final. Donc, l'idée, c'est de préparer en amont
un modèle le plus complet possible, avec différentes granularités. Et c'est pour ça qu'on a besoin de faire du multi-requête, c'est qu'on n'a pas les mêmes granularités. Il ne faut pas mélanger des choux et des carottes. On peut avoir des objectifs avec des... donc, il y a différentes façons de faire. Nous, on prône plutôt les consolidations pour éviter ces problèmes de granularité. Mais si on ne veut pas utiliser la consolidation, on peut avoir des contextes. Donc, c'est ce que expliquait Odile. Un contexte où on est sur l'entête de facture et un contexte où on est sur la ligne de facture. Donc, on n'a pas le même grain. Et donc, on va faire 2 requêtes séparées pour définir les grains de chaque table de faits. Je ne sais pas si ça répond correctement à la question de Angélique, mais l'idée, c'est donc de mettre dans un même modèle des faits qui ont des granularités différentes et que ce soit transparent pour l'utilisateur final. Parce que, en gros, le multi-requête, c'est l'équivalent de faire du multi-report dans le builder, mais institutionnalisé. C'est-à-dire que le multi-report dans le builder, je vais aller chercher un peu ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, des stocks d'un côté et des ventes de l'autre. Bon, pour éviter que l'utilisateur ait à faire son multi-report dans le builder, on va le préparer dans le data avec du multi-requête. Thibaut, peut-être, Ouais. c'est un premier niveau d'explication. On pourrait peut-être savoir si parmi les personnes qui sont présentes, il y aurait un intérêt à préparer un exemple une session prochaine pour que ce soit encore plus clair. Ouais, n'hésitez pas à répondre un petit pouce ou si ça vous intéresse, on prendra un petit moment sur un exemple basique mais significatif pour bien vous expliquer. Ouais, il y a des pouces. Allez, ça veut dire oui. Voilà. Merci. Alors, Il y a des questions aussi sur la manière de l'accès. Voilà, Ouais, s'il j'allais répondre n'apparaît à ça. pas, vous allez dans Préférences et là, vous avez un mode d'affichage normal ou multi-requête. Ouais, parce que c'est une fonction avancée tout de même. Parce que c'est une fonction avancée, tout le monde n'en a pas forcément besoin. Et, voilà. Et donc ça, c'est typiquement, c'est dans les... Je vais quand même regarder si on n'en a pas un quelque part. Je vais fouiller si tu veux, Thibaut, en parallèle. Ouais, Avance, si tu peux regarder dans le projet si on a un exemple. Oups, parfait. Allez, on continue. Comment paramétrer des champs de type localisation dans le data et surtout comment importer et sous quelle forme les données de géolocalisation afin de faire fonctionner la cartographie. Allez, donc là, j'ouvre un projet qu'on a fait, ça va mélanger 2 choses, mais l'objectif de la localisation, c'est de faire de la carto après dans MyReport Page dans le Center. Donc, vous avez des champs de localisation dans votre base de données, des villes, des départements, des régions, des pays. Et il faut expliquer à MyReport comment interpréter ces pays, ces régions, ces départements, etc. Comment on fait? C'est très simple. Ici, vous avez des types de champs différents. En l'occurrence, c'est sur celle-là. Ici, on a récupéré des données de l'INSEE, on verra comment on fait après. Mais dedans, on a des codes départements, des codes régions, des codes postaux. Donc là, le nom de la commune, si je visualise, donc astuce, clic droit, voir les valeurs du champ, c'est valable dans le builder, c'est valable dans le data, c'est valable partout. C'est tellement pratique de savoir de quoi on parle avec ce clic droit. Bon, là, j'ai fait un filtre sur quelques éléments. Ici, j'ai Albi, Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Paris. Vous aurez reconnu, c'est les agences de MyReport. Mais donc, ce sont des noms de villes. Dans les propriétés de ce champ, j'ai spécifié la localisation. En l'occurrence, je dis je, mais c'est Fred qui l'a fait. Hein. Et dans la localisation, ça vous ouvre cet espace-là qui vous permet de définir ce à quoi ça correspond. Donc là, en l'occurrence, je dis que non communes, ce sont des communes. Ce n'est pas des pays, ce n'est pas des régions, ce n'est pas des départements, ce sont des communes. Et afin de respecter une certaine norme, parce que Saint-Gilles, on peut l'écrire S majuscule, A-I-N-T, espace Gilles, on peut l'écrire ST, etc. On a un ensemble de fonctions dans MyReport qui permet de les normaliser. Et donc là, si vous faites normalise, vous avez la possibilité de normaliser le nom des communes, des départements, des régions et des pays. Donc, vous mettez votre champ pays, vous mettez normalize non pays, il va prendre Argentine tout en minuscule, il va le transformer en A majuscule Argentine. Okay, donc ça va normaliser le nom pour que MyReport puisse le reconnaître. Sur les communes, c'est un normal. Donc, nom du département, c'est le nom du département.
Par défaut, c'est France, mais s'il y a d'autres départements, d'autres pays. Et le nom commune, il est un peu particulier parce que il peut y avoir un Saint-Gilles en Vendée et puis un Saint-Gilles dans le Var. Et donc, on précise en même temps le code postal. Et donc, le code postal sur 5 caractères, ce qui permet de définir. Alors, si on le précise pas, il va essayer de le trouver. Et le principe de forcer la correction, c'est de dire j'oblige à passer par le code postal pour avoir le. Non, j'insiste sur le nom de la commune et peu importe le code postal. Voilà, donc, cette fonction normalise, pardon, normalise non commune, non département, vous permet de respecter des critères pour que MyReport puisse le reconnaître. Voilà comment on utilise la fonction de localisation. Une fois que vous avez fait ça, dans le page, vous allez pouvoir utiliser ces champs dans le type de rapport cartographie. Est-ce que Joël, si Joël est là, ça répond bien à votre question? Et est-ce que vous avez des questions sur ce sujet-là ou des commentaires à faire sur l'usage de ces fonctions de cartographie? Parfait. Alors, Il y a un élément. Ouais. Il y avait une question, Thibaut, sur s'il est possible d'utiliser les données spatiales, coordonnées GPS dans Data. Donc, le parti pris, ça a été de se baser sur les informations que l'on a, qui sont présentes principalement dans la CRM, c'est-à-dire des informations sur des codes postaux, sur des libellés de communes. Donc, non, on n'a pas la partie GPS dans MyReport Data. Un élément qui est. Au même titre, pardon Thibaut, c'est pour rebondir sur Agnès qui nous faisait part d'un problème de localisation sur quelques départements. Il est vrai que le travail a été réalisé principalement sur la France, les régions et les départements français. Je regarderai, mais il me semble avoir déjà vu quelque chose sur ce sujet. C'est peut-être lié à l'Italie. Peut-être Agnès, confirmez-moi par ailleurs, mais voilà. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est surtout sur les fonds de carte français. Mais on regardera ça. Une fonction qui est très intéressante concernant la carto, c'est l'héritage. En fait, donc les régions administratives, elles sont bien, les départements, ils sont bien, mais vous avez sûrement chez vous un découpage géographique qui ne correspond pas à ce découpage administratif. Il y a une fonction dans MyReport qui permet de dire, OK, j'ai une région, mais je l'associe à plusieurs régions administratives. Et nous, typiquement, chez MyReport, on a l'Île-de-France, l'Ouest et l'Est. Donc, on a découpé la France en trois. Il y a Île-de-France Nord, Est et Ouest. Et donc là, la seule chose qu'on a à faire, c'est faire une table de correspondance entre la région administrative et le nom qu'on donne, Est, Ouest, Île-de-France Nord. Et derrière, pour avoir de la cartographie, on vient ici définir que le référentiel. Alors, j'ai des régions. Ici, je viens définir qu'il est hérité. Et donc, j'imagine que j'ai mon nom simplifié, mes régions MyReport. Ils vont hériter d'un champ qui aura, les régions administratives. Donc, ici, on imagine que le code département, ce sont mes régions MyReport. Je vais hériter du nom du département et en fait, il fera la correspondance. Il saura que l'Est regroupe le Rhône-Alpes, le Grand Est, etc. Donc, quand vous avez vos régions, on va dire, opérationnelles oui, opérationnelles, vous pouvez comme ça les associer à des régions administratives pour avoir de la cartographie qui correspond à votre métier, à votre découpage commercial en général, puisque ce sont des régions commerciales. Voilà, donc c'est cette notion d'héritage en fait qui permet de dire, OK, ce découpage-là doit hériter des régions administratives ou des départements ou des communes, etc. Voilà ce que je voulais vous partager. Je ne sais pas s'il y en a qui l'utilisent, ce découpage personnalisé. Est-ce que vous en aviez connaissance et vous n'aviez pas l'usage, ou est-ce que vous n'en aviez pas connaissance et
tout cas, vous pouvez le mettre en commentaire. En tout cas, ça nous intéresse de savoir si ça peut vous être utile. Comment générer un SIG automatiquement? Donc, Pad, effectivement, je vais voir avec KPR. Désolé pour oui. le petit post-it qui est maintenu. Alors, ici, on rentre dans un découpage qui est un peu plus... une technique qui est un peu plus avancée, mais c'est extrêmement intéressant. L'objectif est de fournir un tableau de ce type-là. Donc, un SIG avec la production plus les ventes, et on continue notre solde intermédiaire de gestion avec la valeur ajoutée qui contient aussi les coûts, avec l'excédent brut d'exploitation qui intègre les charges de personnel, etc. Et donc, on a notre solde intermédiaire de gestion. Alors, je ne sais pas le public que j'ai, hein, mais si vous avez eu à faire de la modélisation pour des financiers, ce type de tableau, on va dire que c'est un basique. Alors Thibaut, Donc, il y a une question voilà, sur qu'est-ce qu'un SIG. Donc peut-être. D'accord. Voilà. Donc pour Xavier, un SIG, c'est un solde intermédiaire de gestion. Et donc c'est un tableau financier qui permet de, on va prendre le plan comptable général, de reprendre le plan comptable général pour le présenter avec des soldes intermédiaires de gestion. Et les soldes intermédiaires, on va dire qu'il y a des soldes intermédiaires qui sont classiques dans les entreprises, et puis chaque entreprise peut définir ses intermédiaires. Et c'est tout l'intérêt de MyReport, c'est de pouvoir définir et de personnaliser ces soldes intermédiaires à sa convenance. On va dire que l'usage le plus simple à mettre en œuvre, le plus pratique, c'est de faire du cellule à cellule dans le builder. Donc, je présente, on va dire, ma balance générale à mon utilisateur, et l'utilisateur, avec le cellule à cellule, il va pouvoir alimenter chaque cellule de son SIG. Donc, souvent, ce sont des tableaux qui existent déjà dans Excel, et les comptables ou les financiers, en tout cas, viennent remplir à la main les différents montants de ma production stockée, etc. Donc, avec MyReport, avec les écritures générales de ma comptabilité, je vais pouvoir, avec mes filtres, etc., remplir mon cellule à cellule. Là, le sujet, c'est de se dire, OK, il y a le cellule à cellule, c'est bien, mais c'est une requête par cellule quasiment. Est-ce que je peux restituer ce tableau en une seule fois? La question est oui, en travaillant dans le data. Donc, dans le data, je vais... Alors, il y a une astuce là-dedans, troisième astuce. J'ouvre mon projet Alizé. Il y a une certaine préparation à faire dans le data. L'exemple là qu'on vous donne, c'est vraiment un exemple autour des soldes intermédiaires, où ici, on a un premier niveau de regroupement. Ce premier niveau de regroupement, c'est un fichier Excel. Hein. Là, on s'appuie sur un fichier Excel, où on définit le nom de la catégorie, le seuil bas et le seuil haut de mes fourchettes de compte. OK? Donc, mes ventes, elles prennent la fourchette qui va du 707 au 707 9999. Elle prend aussi la fourchette 70,97 à 70,97 999. Et vous voyez ici ce champ ordre cumulatif. L'ordre cumulatif, c'est quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est matérialisé dans le fichier Excel par ça. 1, 2, 3. C'est-à-dire que ce qu'il y a dans l'excédent brut d'exploitation, c'est ça, plus tous ces éléments au-dessus. D'accord? Donc l'ordre cumulatif 1, c'est celui-là, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6. OK? Donc ça, je l'ai paramétré dans mon fichier Excel. Ce qu'il faut maintenant, c'est quand j'ai dans mes écritures, quand j'ai un compte 707.7, il faut qu'il soit et dans mes... Pardon, oui, 707.7, il faut qu'il soit et dans mes ventes et dans mes... dans mon cumul 2. Donc il faut qu'il soit et... Hop, je reprends mon fichier Excel, pardon. Il faut que les 707, ils soient et ici, et ici, et ici, et ici, et ici, etc. D'accord? Puisque c'est un seul intermédiaire de gestion, donc on cumule les sous-totaux. Donc je définis, pardon, dans mon data, dans mon fichier Excel, les ordres cumulatifs. Donc ça, c'est mon premier paramétrage, c'est je donne mes fourchettes de compte, je leur donne un nom, et je dis dans quel ordre cumulatif je dois les avoir. Deuxième regroupement, ce sont les sous-totaux. Et donc, chaque ordre cumulatif,
il existe ici et je lui donne un nom. Le total de la production et des ventes, la valeur ajoutée, le BE, le résultat d'exploitation, etc. Dans mon data warehouse, je viens lier ces deux éléments, où je viens dire, et là la subtilité c'est de faire une jointure avec un opérateur, mon ordre cumulatif avec mes catégories, donc mes fourchettes de compte, je vais les cumuler pour chaque ordre. Donc, qu'est-ce que j'ai mis dans ma propriété de jointure? Les ordres cumulatifs qui sont ici doivent être inférieurs à l'ordre cumulatif de mes totaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand un compte est dans mon ordre cumulatif 2, il va aussi être dans le 1. Quand j'ai un ordre cumulatif 4, je vais l'avoir dans mon sous-total 1, dans mon sous-total 2, dans mon sous-total 3 et dans mon sous-total 4. Okay. Donc ça permet ici de cumuler, d'avoir sur un numéro de compte dans mes écritures, de l'avoir 4 fois dans mon solde intermédiaire de gestion. Et enfin, dans mon SIG, eh bien, je viens faire mes liens entre mes seuils bas et mes seuils hauts pour dire, OK, il est dans telle catégorie. Donc mon écriture, elle est dans telle catégorie. OK? Et donc, ça permet quoi? Ça permet dans le builder, j'ouvre mon builder, de ne pas faire du cellule à cellule, mais vous voyez que dans ma balance SIG, je prends ma sous-catégorie, alors je pourrais ne pas mettre le compte, hein, je prends mes soldes de crédit, mes soldes débit, mon solde, et en une fois, je génère tout mon tableau. Alors comment j'ai fait pour mettre du jaune? J'ai dit, j'ai fait une alerte, j'ai dit quand mon texte contient total, je mets du jaune. D'accord? Parce que j'avais préparé mes totaux dans mes libellés. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Mais ici, dans mes regroupements totaux, j'avais mis total de points, etc. Donc, dès que je vois total, je mets du jaune et ça permet de mieux d'avoir une lisibilité plus forte sur mon SIG. OK, donc ça vous permet de paramétrer. Donc, ce fichier Excel, il est paramétrable. On peut changer les fourchettes de compte. On peut dire que je veux un détail supplémentaire, donc je veux une ligne de plus pour détailler ma sous-catégorie, etc. Mais ça permet en 3 glissés-déposés pour l'utilisateur final d'avoir son SIG. Est-ce que vous avez des retours à faire sur cette méthode? Non? Bon, en tout cas, là, l'astuce qui est importante, bon, il y a le paramétrage des fichiers, mais l'astuce, c'est d'avoir un opérateur sur la jointure entre mes totaux et mes regroupements. J'espère avoir répondu à la réponse de Didier. Il y a le live hein, pour reprendre un peu les éléments derrière, quoi. Lorsque nous avons une source externe, chaque utilisateur doit reparamétrer la source dans le report. Y a-t-il un autre moyen? Et c'est Didier aussi qui pose cette question. Il y a 2 réponses à cette question, en tout cas de notre point de vue. La première réponse, c'est de paramétrer la source dans le data. Donc c'est le plus simple, parce que dans le data, ça institutionnalise le système d'information décisionnelle et tous les utilisateurs peuvent bénéficier des modifications qui sont faites par vous dans MyReport Data. La deuxième option, et on l'utilise nous aussi pour des raisons de confidentialité, typiquement les fichiers sur la masse salariale, etc. Ce sont des fichiers que je partage avec Jessica, qui est notre DRH, et Thierry, notre DAF, mais qui n'est pas partagé avec toute l'entreprise. Donc ça, ce sont des fichiers qui sont chez nous, donc sur un SharePoint qui est partagé qu'avec nous 3. Et donc, on a une source dans MyReport Builder, que je vais vous montrer d'ailleurs. En l'occurrence, j'ai 3 sources. Ici, pour que vous voyez, j'ai mes sources locales, donc source budget 2023, masse salariale, budget 2024, masse salariale, et réel 2023, masse salariale. Quand on a des modifications à faire sur ces fichiers, je m'occupe de faire la modification du paramétrage, et ensuite, j'exporte cette source et je la renvoie à Thierry et à Jessica. Et donc, eux, ils la réimportent et ils reconfigurent le chemin parce qu'il n'est pas forcément identique sur leur poste et sur le mien. Mais c'est la manière dont on a de partager nos sources qui doivent rester confidentielles et qu'on n'a pas voulu déployer dans MyReport Data.
OK? J'espère, Didier, avoir répondu à votre question. Les bonnes pratiques. Alors, et encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les partager sur myclub@myreport.fr. Là, une des bonnes pratiques, dans MyReport Data, quand vous faites de la modélisation, on essaye de faire de la modélisation en étoile, en flocon, pour encore optimiser les temps et la modélisation. Mais en gros, on a des tables de faits et on a des axes d'analyse. Les tables de faits, ce sont les mesures, les indicateurs que vous avez sur les chiffres d'affaires, le nombre de clients, les quantités, la marge, etc. Les axes d'analyse, ce sont les axes à travers lesquels vous voulez explorer, analyser vos indicateurs. Donc, c'est le temps, c'est les clients, c'est les commerciaux, c'est la géographie, c'est les produits, les familles de produits, etc. Une bonne pratique que nous, on a, c'est de préfixer les modèles par F quand c'est une table de faits et A quand c'est un axe d'analyse. L'exemple que j'ai ici, je le prends de la météo. Ici, j'ai mes prévisions qui sont des données que je mesure avec les températures. Donc, c'est voilà, les températures que je mesure. C'est une table de faits, donc je la préfixe par un F. Les villes, c'est l'axe géographique que je veux exploiter pour aller chercher mes données de température. Je le préfixe par un A. Bon, là, c'est basique, mais en tout cas, c'est une bonne pratique pour que vous sachiez à quoi correspond chaque modèle. Je ne sais pas si vous avez des nomenclatures de nommage aussi dans vos modélisations, et si vous utilisez ce préfixage de F pour les tables de faits et A pour les axes d'analyse. Je l'ai aussi sur une modélisation un peu plus riche. Vous voyez qu'ici, dans les sources, on a toutes les tables de faits qui sont là, et les axes d'analyse qui sont là. Ça permet de s'y retrouver et d'organiser un petit peu les choses. Yes, la nomenclature, c'est indispensable. Est-ce qu'il y a d'autres nomenclatures, d'autres conventions de nommage que vous avez à nous partager? N'hésitez pas à nous les donner dans le chat. Donc, consolidation pour comparer un budget et un réalisé. Donc, on en a parlé, il y avait 2 questions sur le sujet tout à l'heure. Il y avait eu un pot qu'on n'avait pas fait, c'était Donc, je vais vous donner l'exemple comment nous, on l'utilise en interne. Donc, on a un modèle qui s'appelle budget suivi, qui nous permet de suivre le budget à travers le réalisé. Donc, on a une table de faits, donc F budget et budget suivi, qui consolide le réalisé et les objectifs. Donc, il y a différents axes, le temps, les contacts, les comptes finaux, comptes clients, etc. La table de faits, si je l'ouvre, bon, cette astuce, ouvrir le modèle source, j'espère que vous la connaissez parce qu'elle permet vraiment de naviguer facilement dans MyReport Data. Ici, vous voyez que je consolide les achats, les ventes et le budget. Bon, il y a d'autres éléments encore de consolidation sur le livret, mais on verra ça plus tard. Mais l'idée, en fait, c'est que je vais consolider tout ce que j'ai acheté, tout ce que j'ai vendu, avec tout ce que j'avais prévu de faire. D'accord? Donc là, typiquement, le budget réalisé, je sais si c'est du budget ou si c'est du réalisé. Donc, dans mon modèle d'achat, je dis que c'est le réalisé. Dans mon modèle facturation, je dis que c'est le réalisé. Et dans mon modèle budget, je dis que c'est du budget. Est-ce que c'est de la dépense ou des ventes? L'origine, c'est est-ce que c'est du budget, de la facturation ou des achats? Et puis ensuite, post-rubrique, c'est ce qui me permet, je consolide tous les éléments. Donc, le poste sur les achats, on l'a défini comme le poste. Sur les ventes, c'est le CA, HRR. Je ne vais pas rentrer dans ces définitions, mais en tout cas, on consolide tous ces éléments-là. L'intérêt, c'est que, in fine, mon utilisateur final, dans budget suivi, lui, il accède à ça. Il a son service, son sous-service, son poste, sa rubrique, et il peut comparer budget réalisé. Donc, ça, c'est un travail préparatoire qu'on fait dans le data. On consolide les éléments qu'on veut comparer. Et derrière, l'utilisateur, il n'a pas à se poser de questions. La question de tout à l'heure qui est de dire, oui, mais si je n'ai pas de réalisé alors que j'ai un objectif, est-ce que ça va apparaître? Oui, avec la consolidation, ça va apparaître de façon automatique. Il n'y a pas de question à se poser, à faire du croisement, les jointures externes et autres.
Est-ce que c'est un usage que vous avez? Est-ce que vous avez l'habitude de faire de la consolidation dans vos modélisations? N'hésitez pas à nous le partager. Vous n'utilisez plus les liens virtuels et les requêtes dans le data. Alors, on l'utilise plus. C'est un usage d'avoir le multi-requête avec les liens virtuels. On a peu cet usage parce qu'on fait de la consolidation. Et justement, ces problématiques de granularité, etc., quand on fait de la consolidation, on les a plus. Donc, en tout cas, explorez cette idée, ou en tout cas, réfléchissez à cette idée de modélisation sous forme de consolidation, parce que ça vous affranchit. Alors, ça oblige quand même à avoir une certaine rigueur hein, sur les champs qui existent d'un côté et pas de l'autre. Mais, entre guillemets, typiquement sur les objectifs, nous, on fait des objectifs au mois. Eh bien, on n'est pas obligé d'avoir toutes les rubriques dans les objectifs. Typiquement, la rubrique autre dans nos ventes, on n'a pas d'objectif sur la catégorie autre. Eh bien, c'est pas grave, on a dû réaliser avec la catégorie autre, eh bien, cette catégorie, elle s'affiche même si je n'ai pas d'objectif dessus. Voilà, donc, voilà, c'est un partage important pour que vous puissiez réfléchir à cet usage-là dans vos modèles. Thibaut, Oui. il y a une question probable de Yaroslava qui a son micro coupé, Oui. mais la main levée. Micro coupé, la main est levée, très bien. Yaroslava. Oui, est-ce que pourriez-vous revenir sur votre source, data source, s'il vous plaît? Sur la consolidation? Sur source. Donc, Alors, vous dites que tout ce qui est A, c'est table de... c'est des axes C'est d'analyse. axe. Hein? Ce sont des axes d'analyse, oui. Donc là, typiquement, à compte, ce sont tous nos comptes clients. Oui. Donc Ah, là, d'accord, voilà. on fait Ok. une modélisation assez riche, mais l'objectif, c'est qu'à la fin, on ait un numéro de compte, le nom du compte, la raison sociale, le mail, etc. Et c'est un axe d'analyse. Donc, en Cet fait, axe. vous avez... C'est une étoile, ça? Alors ça, c'est pas une étoile, ça. Ça, c'est la modélisation qui permet d'aller construire mon axe d'analyse. L'étoile, elle se fait dans les modèles du Data Warehouse. Oui. Vous pouvez retourner, s'il vous plaît, sur source. Donc, en fait, A, c'est axe analyse. Vous les créez, en fait. Vous prenez la table de faits et vous récupérez tous les belets, c'est ça? Alors, il y a l'effet. On va reprendre. L'effet, c'est ce que je mesure. Donc là, dans FHA, je vais avoir mes montants d'achat et je vais avoir les clés que je vais rattacher à mes différents axes. Et quelle est la différence alors, A et F? Alors, c'est intéressant parce que du coup, on aurait pu reprendre aussi cette méthodologie. C'est que la modélisation avec MyReport n'est pas une modélisation transactionnelle comme on peut avoir dans les logiciels de gestion. Donc ici, on fait des modélisations ce qu'on appelle en étoile ou en flocon, avec au centre une table de faits, ce qu'on veut mesurer, et de chaque côté, donc l'exemple que j'ai pris, on peut le prendre sur la facturation, par exemple. Ici, dans notre modèle de facturation, on a une table de faits ici principale, avec plein d'axes d'analyse. Donc là, on a tous les champs, toutes les clés étrangères de notre table de faits. Donc notre table de faits, ben, là, du CA, hop. Donc ça, c'est des infos c'est les clés autour de la ligne, mais on a du CA livré, etc. Donc on a nos mesures ici et on a nos axes d'analyse tout autour. En fait, pour vous, les effets, c'est là où il a des mesures, c'est ça, voilà, je sais pas, Exactement. solde, quelque chose qui est quantitatif, tandis que axe analyse, c'est que ça peut être un petit truc pour trouver les belets. Le schéma, Exactement. je sais pas, le lit, par exemple, chambre des patients, enfin quelque chose comme ça, mais on n'a pas de choses qu'on peut calculer en fait. Exactement. Quelque chose comme ça. D'accord. Exactement. Donc vous dites que c'est bien de faire ça. Imaginons que si je suis dans la source, s'il vous plaît, vous pouvez aller juste sur la source. Imaginons, parce que moi j'ai posé beaucoup de questions, on m'a répondu juste une phrase. Imaginons, je veux renommer et appeler votre A compte, je vais appeler autrement.
le modèle complètement. Et je vais rentrer dedans et je vais aussi renommer certaines variables. Je crois que j'ai fait cet exercice et ça m'a impacté des modèles, ça a impacté des choses que les utilisateurs ils ont utilisées sur Builder, ils n'ont pas pu retrouver ça a impacté le variable. Quand je renommais le champ, ici, dans le source, ça a impacté tout ce que, enfin, quelqu'un il a travaillé sur Builder, il a créé des choses, voilà, ça a impacté. Ça se retrouvait plus. Ah. Bah, là, Du coup, vous c'est dites qu'on est libre, on peut tout renommer, tout déplacer. Ce sont des choses qu'on fait régulièrement, donc c'est à suivre, je pense. Si je l'appelle plus titre ici, je l'appelle libellé. Voilà. Partout dans la chaîne, et c'est toute la vertu de MyReport, hein, c'est une solution qui est tout intégrée, c'est que vous, entre guillemets, à la technique, vous renommez titre, vous l'appelez libellé, jusqu'à l'utilisateur final dans son dashboard, etc., ça va s'appeler libellé. Et donc, il y a peut-être eu un souci dans votre usage, mais en tout cas, nous, on le fait quand même assez régulièrement, de renommer les modèles, les champs, et bon, ça marche bien quand même. D'accord. Et si vous déplacez, c'est pareil. On va déplacer de parc à flocon, ça va rien changer. Ouais. D'accord. OK. Et vous pouvez aller sur le Data Warehouse, s'il vous plaît? Et c'est pareil partout, même dans les publications. Si on renomme, si on déplace, c'est pareil. Data Warehouse, si on renomme, si on déplace. Ouais. OK. Et la question, ici, vous avez des modèles qui sont non chargés, c'est ça? Oui, c'est les modèles finaux qui sont les modèles en étoiles, en fait. Voilà, ce sont 2 étoiles. Imaginons, je veux faire un modèle avec 2 étoiles. Donc, je dois le charger, je dois le faire charger pour faire un troisième modèle. Alors, typiquement, un modèle qui a plusieurs étoiles. T'en as trouvé un, Fred, ou pas là? Là, comme ça, non? Un modèle qui a plusieurs étoiles, c'est l'idée du multi-requête. C'est que si j'ai une table... Alors là, on peut imaginer qu'on pourrait avoir les factures et les règlements. Là, c'est règlement, je ne sais pas qui fait celui-là, je ne sais pas comment il fonctionne, mais si vous avez plusieurs tables de faits dans un même modèle, vous faites du multi-requête. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Donc, c'est possible de voir ce modèle sans chargement. Vous avez 2 tables de faits différentes avec des axes qui sont en commun. Eh bien, vous faites du multi-requête pour que MyReport il sache comment aller les requêter. Ça sera intéressant. À la fin de cette session, vous allez avoir un sondage où c'est une question qui est très ouverte. Donc, vous pouvez vous exprimer, vous pouvez nous écrire un livre si vous voulez, sur ce que vous attendez du live. Donc, s'il y a des sujets qu'on a évoqués ici, peut-être trop rapidement, sur lesquels vous voulez qu'on aille un peu plus loin, n'hésitez pas à le mettre dans le sondage pour dire, OK, typiquement, le multi-requête, j'ai envie d'en savoir un peu plus, la consolidation, j'ai envie d'en savoir un peu plus, etc. C'est juste, vous pouvez dire, vous montrer juste où il faut mettre multi-requête. Dans la propriété multi-requête, c'est ça? Alors, il y a d'abord dans les préférences, il faut mettre un mode d'affichage multi-requête. Oui. Et ensuite, ici, là, je vais dire, on imagine que ça, ce sont des tables de faits différentes. Je crée une première requête où je vais dire, je ne vais pas faire n'importe quoi non plus parce qu'on est en prod, hein, mais donc ça, c'est des en-têtes. Donc là, je prends ce champ, cette table et cette table. OK. Et je fais une deuxième requête où c'est les lignes, par exemple, ou les stocks, ou en fait, c'est une autre table de faits où je prends cette table, cette table, cette table et cette table. Et là, vous voyez que quand je sélectionne ces requêtes, ça me met en surbrillance les tables qui sont impliquées. Donc là, j'ai ces 4-là. Et ici, j'ai pris n'importe quoi, donc ça ne se voit pas. Mais vous voyez le principe. C'est qu'il y a une première requête qui peut être celle-là, et une deuxième requête qui peut être celle-là. Oui, mais faites 2 requêtes sur un seul étoile. Mais bon, voilà. Oui. Et moi, je voulais 2 étoiles. J'ai une petite remarque, Thibaut. Là, j'ai fait un peu le timekeeper. Il y avait quelques autres questions qui étaient posées, donc peut-être qu'on pourra revenir dessus après. Ouais. Enfin, c'est une proposition. Oui, tout à fait. Et voilà, pas de problème pour aller plus loin sur le multi-requête s'il y a besoin. Dans les astuces MyReport, alors ouvrir plusieurs datas en même temps. Je ne sais pas si vous en avez l'usage, mais sachez que ici, si vous faites un clic droit data, ça va ouvrir un autre data. Et là, typiquement, j'ai 3 datas d'ouvert, un sur notre projet Hero, Alizé ou le Live MyClub. Donc voilà, je ne sais pas si vous en servez souvent, mais c'est possible. Le double-clic dans Impact et dépendance. Je vais aller dans
réalisé. Ici, je ne sais pas si vous connaissez cette fonction, mais analyse d'impact et analyse de dépendance, c'est extrêmement utile puisque sur un modèle, et typiquement dans les questions de savoir quel impact ça va avoir de renommer un champ en modèle, l'analyse d'impact vous permet d'avoir une visu très rapide de ça. Et donc de vous dire, OK, A regroupement Toto, il est utilisé dans A init Toto, dans A conso, etc. Là, l'objectif, enfin l'idée de l'astuce, enfin, c'est pas l'idée, c'est l'astuce, c'est que si je veux aller voir A conso regroupement, j'ai juste à double-cliquer dessus et hop, ça m'affiche mon modèle derrière. Donc je peux avoir d'un côté le modèle de l'analyse, enfin la fenêtre de l'analyse, et de l'autre côté ma fenêtre du data. Si je veux aller ouvrir init Toto, j'ai juste à double-cliquer dessus, donc pensez-y. En double-cliquant dessus, vous pouvez accéder directement au modèle derrière. Et ça, c'est très pratique. Le formatage de la documentation d'un modèle. Mince, je ne me souviens plus de quel modèle c'était, je crois que c'était sur celui-là. Ici, vous avez un onglet documentation. Il y a quelqu'un qui en a parlé tout à l'heure dans le chat. Quand vous êtes plusieurs à travailler sur un modèle et que vous faites une modif, n'hésitez pas à documenter ici ce que vous avez fait comme modif. Donc là, typiquement, c'est le 15 janvier, il y a Fred qui a donné des commentaires pour savoir comment utiliser le modèle, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi j'ai ajouté ce champ-là, pourquoi j'ai renommé celui-là, pourquoi j'ai modifié cette formule, etc. Donc n'hésitez pas à documenter vos actions sur les modèles à travers l'onglet documentation, qui a une petite icône de documentation. Comment pivoter des colonnes en ligne? Donc là, c'est un exemple assez simple qu'on vous a fait, que je vais fermer. Et donc, je vais ouvrir notre data. Là, l'idée de pivoter des colonnes en ligne, c'est sur des fichiers, souvent des fichiers Excel qu'on récupère. Vous avez une catégorie en première colonne, et puis ensuite, vous avez 12 colonnes pour les 12 mois de l'année. Donc, c'est très bien en visualisation dans Excel. Maintenant, en analyse, c'est moins pratique. Donc ici, l'idée, c'est pour chaque ligne de mon fichier Excel, j'en veux 12. Je veux une ligne pour chaque mois. Donc là, dans l'exemple qu'on vous a fait, j'ai des objectifs qui sont formatés de cette manière-là. Donc pour chaque commercial, j'ai les objectifs de 6 années. Bon, ça pourrait être des mois, c'est pareil. L'idée, c'est d'avoir Antoine Lomas pour 2016, Antoine Lomas pour 2017, Antoine Lomas pour 2018, etc. Donc, un champ commercial, un champ année et un champ avec son objectif. Eh bien, ça, on le fait à travers Alors là, c'est un fichier qui s'appelle ligne objectif, mais on peut l'appeler ID, peu importe. Il n'y a rien dedans, hein. Il y a juste des lignes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On pourra aller jusqu'à 200 000 si on veut. L'idée, c'est de répliquer chaque ligne de mes objectifs 6 fois. Ici, parce que j'ai 6 années. Si j'avais 12 mois, je ferais 12 lignes, etc. Ensuite, dans le Data Warehouse, vous faites un produit cartésien des deux. Le produit cartésien, c'est quoi? C'est quand on ne fait pas de jointure entre les deux tables. Donc, toutes les lignes d'une première table vont être répliquées autant de fois qu'il y a de lignes de la deuxième table. J'attire l'attention de Thibaut sur le produit cartésien, à manipuler avec précaution. Quand on a 6 lignes, c'est très bien. Les jointures sont très utiles malgré tout, hein. On est dans l'usage avancé de MyReport Data et voilà, pour ceux qui ont ces besoins-là, l'idée c'est que vous voyez ici les champs destination. J'ai récupéré le commercial de mon fichier des objectifs. L'année, je la récupère des lignes. Alors la formule elle est un peu particulière, mais peu importe. Je sais que c'est à partir de 2016 et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 dans mon fichier des lignes. Donc je fais 2016 plus l'identifiant de ma ligne, moins 1. Donc je suis sur ma première année, c'est 2016. On aurait pu mettre 2015 plus ma ligne, mais voilà, on a fait 2016 plus ma ligne, moins 1, pour arriver à 2016, 2017, 2018, 2019. Dans mes objectifs, qu'est-ce que je dis? Je dis que si ma ligne est égale à 1, je vais chercher l'indicateur 2016. Si je suis sur ma ligne 2, je vais sur 2017. Sur ma ligne 3, 2018, etc. OK? Et là, du coup, je me retrouve. Je ne sais pas si j'ai chargé. Voilà, je ne l'ai pas chargé. Donc, je vais faire un petit ETL où je récupère mes 3 lignes de mes objectifs et mes 6 lignes de
de mon fichier de décroisement. Et hop, c'est pas ça que je vais faire, c'est ça. Et là, je me retrouve avec Antoine Lomas 6 fois, parce que j'ai mes 6 lignes de décroisement, mon année et son objectif. Et je peux faire des analyses beaucoup plus simplement qu'avec un fichier. OK. Voilà comment on peut décroiser, et c'est bien pratique. L'obsolescence d'un champ, ça c'est aussi utile quand vous avez un champ que vous ne voulez plus utiliser. En gros, vous avez une nouvelle formule, vous voulez utiliser un champ autrement, bien vous allez rendre obsolète le champ précédent pour dire aux utilisateurs, n'utilisez plus ce champ, utilisez ce nouveau champ. Et ça, c'est très pratique aussi dans la maintenance de vos projets. On imagine, je viens ici, dans mes affaires, et le prénom du commercial, finalement, c'est plus le prénom, c'est prénom commercial. Ici, je vais pouvoir définir dans mon impact et dépendance que ce champ, prénom du commercial, je veux le rendre obsolète. Et donc, quand vous le rendez obsolète, hop, je vais le changer. Je le duplique. Pourquoi? Parce que j'ai changé ma façon de faire. C'est prénom commercial. Et qu'est-ce que je fais? Je le suffixe par comme. Hop. Je le préfixe, pardon. Par. OK, donc c'est plus la même chose. Sauf que je vois dans mon impact et dépendance que ce champ-là, ici, il est utilisé à différents endroits. Donc, je veux le faire avec parcimonie. Je veux le faire avec une étape intermédiaire où j'ai un nouveau champ, mais je veux modifier, je veux rendre obsolète celui-là. Donc, je dis que prénom du commercial, il est obsolète. Il est remplacé par prénom commercial et jusqu'à telle date. Donc, je vous autorise à utiliser l'ancien champ jusqu'au 30 juin 2024, mais après le 30 juin, vous ne pourrez plus. Ça peut envoyer un mail lors de la validation. Donc là, ça récupère tous les propriétaires ou tous les lecteurs des gens qui ont utilisé ce champ pour leur dire, et là, vous pouvez mettre un message, ce champ-là, pensez à l'enlever de vos rapports ou de vos dashboards, parce qu'il est obsolète, utilisez plutôt prénom commercial. Quand vous faites ça, l'utilisateur dans le builder, dans Page, il a même dans le center, il a un indicateur qui dit attention, ton rapport, il utilise un champ qui est obsolète. Et là, lui, quand il est dans le Page ou dans le builder, il peut en un clic dire OK, là où j'utilisais prénom du commercial, maintenant tu utilises prénom commercial. OK? Donc ça, c'est quand même très pratique, la capacité à rendre un champ obsolète. Partage d'expérience. Il est 18h03, donc on a vu un certain nombre de choses. Pour ceux qui ont le temps, on peut aller un peu plus loin. Pour ceux qui n'ont pas le temps, je vous remercie, et il y en a déjà, je crois, qui sont déjà partis. J'ai repéré un indicateur dans une table 1, ce n'est donc pas forcément quelque chose à éviter absolument. Pourriez-vous préciser, si possible, les risques liés à cet usage? C'est à ça que ça sert, l'obsolescence d'un champ, c'est de ne pas casser ce qui a pu exister avant. C'est de dire, OK, j'ai une formule, là l'exemple que j'ai pris sur le prénom, il n'est pas forcément pertinent, mais voilà, typiquement une catégorie, une famille de produits, etc. Il peut y avoir tout un ensemble de dashboards et d'analyses qui sont faites sur les familles de produits, et on se dit, OK, on va regrouper 2 familles pour 2024. Donc, on avait 6 familles en 2023, et en 2024, on veut les regrouper, on va en avoir plus que 5. On ne veut pas casser tous les rapports qui ont été faits avant. Donc, on maintient le champ. Par contre, on va faire famille 2024. On va avoir que ces 5 regroupements. Donc, l'idée de rendre obsolète l'ancien, c'est de dire, attention, si tu fais des analyses à partir de 2024, n'utilise plus le champ famille traditionnel, utilise le champ famille 2024. Et d'alerter l'utilisateur, parce que des fois, on est dans le data, on est dans notre monde un petit peu, on manipule, on maintient notre modélisation, et puis les utilisateurs ne sont pas forcément au courant. Donc, c'est l'objectif de l'obsolescence d'un champ, c'est de tenir au courant les utilisateurs. Donc, merci à tous ceux qui ont pu venir rester jusque-là. Maintenant, on rentre donc dans ces partages d'expérience sur le CA livré. Alors, qu'est-ce que le CA livré? C'est la livraison de ce qu'on a facturé.
Et donc, nous, dans notre usage de revendeur de licences et des logiciels, typiquement, vous avez souscrit soit à MyReport en location, soit en achat, plus la maintenance. Si on prend de la location, la maintenance, c'est pareil, mais on vous facture de la maintenance, et donc, on va dire, en décembre, on vous a facturé 1 000 € de location, et donc, facturation, CA, vente, 1 000 € en décembre 2023. Cette maintenance, elle est valable du 1er janvier 2024 au 31/12/2024. Donc, elle est livrée 1/12e chaque mois, du 1er janvier au 31/12. Donc, la différence entre le CA facturé, on va dire les ventes, et le CA officiel comptable, c'est ça. C'est que j'ai 1 200 €, on va en dire 1 200 € en décembre 2023 dans mes ventes, dans ma facturation. Par contre, comptablement, j'ai 1 000 € tous les mois en 2024. Comment on modélise ça? Si je n'ai pas été clair, n'hésitez pas à mettre des smileys en disant mais n'importe quoi, on ne comprend rien à ce qu'il dit. Comment on fait ça dans le data? Ici, dans la facturation, on a 2 éléments. On a le CA livré qui vient de là. J'ouvre ma table de fait. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mon axe temps sur les mois. Donc, je ne suis pas au niveau du jour, je suis au niveau du mois. D'accord? Donc, j'ai dans là, si je vois les données de la table, j'ai un axe temps avec le niveau, le grain, c'est le mois. D'ailleurs, c'est une astuce qu'on a. Il y a l'explorateur de données, je ne sais pas si vous l'utilisez, mais c'est quand même très pratique. C'est de pouvoir aller voir ce qu'il y a dans telle ou telle table, voilà, assez simplement. Donc ici, vous voyez que je suis sur, ça va de janvier 2000 à, je ne sais plus jusqu'à combien, mais peu importe. En tout cas, j'ai les 12 mois, j'ai 12 lignes pour chaque année. Et qu'est-ce que je dis? Moi, chacune de mes factures, donc la facture de 1 200 €, j'ai date de facture 15 décembre 2023. Sur chaque ligne, j'ai la date de début 1er janvier 2024, date de fin 31/12/2024. Donc j'ai la fourchette pendant laquelle je livre mon chiffre d'affaires. Donc ma date de début et date de fin, je les aligne avec ma date de mon axe temps et je dis ma date en mois doit être inférieure, supérieure ou égale à mon date de début de ligne. Donc là, si je vais dans mes propriétés de la jointure, ma date en mois doit être supérieure à ma date de début de ligne, ici, et ma date en mois doit être inférieure à ma date de fin de ligne. Qu'est-ce que ça génère? Ça fait que ici, j'ai une ligne avec date de début 1er janvier 2024 et date de fin 2024, 31/12/2024. Ici, j'ai 12 lignes pour, entre le 1er janvier et le 31/12, donc il va me générer 12 lignes ici. Et ici, dans mon CA livré, c'est un petit peu, mais pas trop quand même. C'est une formule qui me dit, je prends ma ligne, enfin le montant de ma facture, donc mes 1 200 €, et je les divise par le nombre de mois qu'il y a entre ma date de fin de ligne, et ma date de début de ligne. Donc, si ma période, c'est du 1er janvier au 31 mars, j'ai 3 mois, donc je prends mes 1 200 € et je les divise par le nombre de mois qu'il y a entre ma date de fin et ma date de début. Là, j'ai 3 mois, donc je fais 1 200 divisé par 3, donc j'ai 400. J'ai 400 € en janvier, 400 € en février, 400 € en mars. Je suis du 1er janvier au 31/12, j'ai 12 mois entre les deux, donc je prends mes 1 200 €, je les divise par 12. Et donc chaque mois, je vais avoir 1 000 €. C'est plus avancé, j'espère que je ne suis pas en train de parler chinois, arabe ou autre. J'espère que c'est suffisamment clair. Mais l'idée, c'est à partir du moment où vous avez des dates de début, des dates de fin, des intervalles en fait dans vos lignes,
vous pouvez les dupliquer avec un axe temps. Non, SQL décimal, ça permet d'utiliser des fonctions SQL, justement. Et donc, c'est pour ça que là, j'utilise des fonctions SQL. Alors, je ne sais plus pour quelle raison je l'avais utilisé. J'aurais pu faire des fonctions MyReport. Mais j'utilise la fonction SQL période diff qui donne le nombre de mois entre une date de fin et une date de début. OK? Bon, il y a le replay, hein, à regarder au ralenti, pause, retour, etc. Comment intégrer des données de météo? Alors, je ne sais pas, c'est pareil si vous avez vu cet usage-là, mais ça vous ouvre un peu les chakras sur les usages qu'on peut faire qu'on peut avoir avec MyReport Data. Ici, et merci Fred qui a préparé la maquette, on se connecte à des données de géolocalisation du gouvernement. Comment on fait? On se connecte à l'API geo.api.gouv.fr et à partir de cette API, on vient récupérer les communes de France. Donc là, c'est comment on le configure. On vient rajouter à cette URL le paramètre commune. Si je viens sur les départements, on vient affecter le paramètre département, etc. Ça dépend de chaque API. Donc là, il faut se lire et se documenter sur les API que vous voulez utiliser. Ici, c'est l'API geo.gouv qui permet d'avoir les communes, les départements, les régions françaises. Et puis, on se connecte à une autre API qui donne la météo. Et donc là, la météo, c'est l'API API météoconcept.com. Donc, vous avez juste à vous inscrire. Je l'ai fait pour tester, c'est vraiment pas compliqué, mais vous créez un compte sur Météo Concept, ça vous donne un token que vous venez remplir dans ce paramètre. Ça, c'est documenté dans le Manex. C'est pas trop la difficulté. C'est pas trop la difficulté, mais c'est le pas à franchir en fait pour accéder à ces données qui sont hébergées sur des services qui sont ouverts au public. Une fois qu'on a fait ça, bon, je vous fais fi de la phase d'exploitation d'un fichier CSV avec les villes qu'on veut, etc. Mais l'idée, c'est qu'on récupère cette table-là. Donc là, on a des paramètres qui permettent d'accéder aux prévisions, donc forecast, daily, la période. Alors là, INSEE, c'est ce code postal. En fait, il y a une différence entre les codes des communes et les codes postaux des communes. Mais encore une fois, je vous affranchis de ça. L'idée, c'est de récupérer les prévisions, donc les températures, les vents, les rafales, bref, les éléments qui sont fournis par la météo. Et in fine, d'avoir les prévisions météo V2 avec le temps, à quelle date, la commune, avec ce qu'on a évoqué tout à l'heure, le nom des communes qui sont normalisées, qui sont bien sous type localisation, les départements, régions, et puis les prévisions météo avec la température, le vent, etc. Ce qui permet, in fine, et là, je l'ai fermé, je vais vous le rouvrir, de faire des dashboards de ce type-là, localhost, qui sont rigolos, on va dire. Qui sont rigolos, mais pour certains métiers, la météo a un impact fort. Hein. L'événementiel, typiquement, il le présente assez régulièrement, bien sûr. Ouais. Donc, dans l'informatique, la météo n'a pas beaucoup d'influence. Dans le domaine agricole, etc., ça peut avoir une certaine influence. Et donc là, typiquement, vous pouvez mettre une petite cartographie avec, là, j'ai mis les 6 agences. Voilà, quel temps il fait à Nantes. Eh bien, ici, on voit que pour le 23 janvier, à Nantes, ça va récupérer les données. Pas. Si, ça y est, ça arrive petit à petit. C'était plus rapide tout à l'heure. Et c'est Teams Thibaut qui consomme beaucoup aussi de ressources. Voilà, donc cette nuit, il fera 2 degrés. Demain matin, ce matin, il faisait. Allez, ça va venir. Bon, on pourra avoir des temps de réponse plus performants, mais voilà, vous avez la température, la météo. Sur Albi, forcément, il fait meilleur. Mais voilà comment on peut récupérer des données
météo accessible au grand public avec les API. Et on arrive au bout de ce live. Live qui était plus technique, qui était moins usage métier, mais qui est plus dans la préparation. Voilà, on l'avait dit, sur MyReport Data. J'espère qu'on a répondu à vos questions. J'espère que vous avez appris des choses. En tout cas, c'était l'objectif. Ah, il y avait quelqu'un qui a levé la main, mais finalement non. N'hésitez pas à vous inscrire au prochain live qui sera sur la thématique de Page Center. Donc, on retourne côté métier et côté consommation, usage de MyReport, qui aura lieu donc le 13 février. N'hésitez pas à vous inscrire. D'ici là, extrêmement important, n'hésitez pas à nous écrire sur myclub@myreport.fr parce que c'est ce qui nous permet d'échanger avec vous, de savoir vos questions, vos besoins, vos attentes, pouvoir débattre avec vous de vos usages. Et vous avez un sondage qu'on va vous partager là sur, comme je vous le disais tout à l'heure, sur les thématiques que vous voulez qu'on étudie, qu'on partage avec vous au live. Sur les produits, sur vos cas d'usage, sur les métiers, sur les demandes qui vous sont faites ou les besoins que vous avez qui sont exprimés chez vous autour de MyReport. Merci à tous pour votre participation. Vous étiez nombreux, vous étiez plus de 160 à vous être inscrits. On est ravis de partager ces moments. Voilà, quand on est dans la technique, c'est un peu plus compliqué d'échanger, mais surtout, n'hésitez pas à vous exprimer dans le chat et merci pour les réactions que vous avez pu avoir et les partages que vous avez pu nous faire. Je vous dis au mois prochain, du coup, au 13 février. Je vous souhaite une très bonne fin de mois de janvier. Très bonne soirée et à très bientôt. Bientôt. Merci Fred et journée à Pascal tous. pour votre soutien.